Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Y'a pas que la data. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le 8e. Je crois que c'est le 8e. Je suis très content aujourd'hui de recevoir une invitée que je connais maintenant depuis quelques années, puisqu'on fréquente les mêmes bancs d'une association qui s'appelle TechRox, qu'on salue au passage, qui est une super asso de CTO. Donc ils nous écoutent sûrement et on les embrasse et on les aime beaucoup. J'ai pu assister aussi à sa conférence lors du TechRox Summit de 2023 sur le rôle de CTO et les challenges qu'il apporte. Et on a régulièrement échangé sur les défis techniques d'aujourd'hui, mais aussi les défis techniques de demain. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludi Akoué, qui est la CTO digitale de BPI France. Et je suis toujours accompagné de Thomas Memoun, mon acolyte. Alors, salut Thomas. Salut Pierre, salut Ludi. Et bonjour Ludi, et bienvenue à toi. Merci, bonjour Pierre, bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Bon Ludi, on va commencer assez simplement pour la question. Déjà, ravi de t'avoir avec nous. Tu es arrivé au poste de CTO digital il y a quelques mois maintenant au sein de la BPI. Quel est précisément ton périmètre d'action? Parce que moi, j'avais jamais entendu ce terme CTO digital, justement. Tu as bien raison. Écoute, déjà pour commencer, je vais présenter la BPI, BPI France pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. C'est une banque qui est détenue par l'État et la Caisse des dépôts et qui finance et accompagne les entreprises, peu importe leur stade de maturité, euh, dans leur développement, de la création à l'international, si c'est l'objectif de l'entreprise, hein. En tout cas, leur croissance, notamment via des outils tels que des prêts, du crédit, de l'aide à l'innovation, la garantie. Il y a aussi de l'equity, puisqu'il y a aussi des fonds propres, etc. Donc, c'est tout type d'entreprises françaises et start-up, TPE, PME, FTI, etc. Voilà. Et donc, moi, au niveau de BPI France, au sein de BPI France, je suis à la direction du digital, qui est une direction de la transformation digitale, et qui a pour mandat effectivement d'utiliser le levier digital pour transformer BPI France en une fintech avec un réseau. Et là, je parle des réseaux d'agences de BPI France, puisque BPI France possède 50 agences régionales, hein, pour être au plus proche des entrepreneurs. Et au sein de cette direction du digital, il y a une branche qui s'appelle Digital Factory, qui a les expertises produits, tech, infra, data, etc. Et c'est là où je suis CTO. Je suis CTO digital, donc chez BPI France à la Digital Factory. Et donc, mon rôle, c'est quoi? C'est vraiment servir cette mission. Notre mission, c'est de créer la meilleure expérience digitale bancaire au service de l'économie française. Donc, on est réellement, notre périmètre d'exclusivité, c'est la digitalisation de l'expérience de BPI France, donc de cette boîte à outils. Donc, c'est toute la partie parcours en ligne, répondre aux vrais pain points des entrepreneurs. Donc, c'est pas juste sortir d'une logique produit bancaire, mais vraiment répondre aux vrais pain points. Rentrer dans une démarche fintech, donc axée sur l'expérience utilisateur. Utiliser tous les leviers du digital plutôt, pour mieux servir les clients, les entrepreneurs, mais pas que, et aussi les partenaires. On travaille avec les partenaires bancaires, mais aussi le réseau. Je vous ai parlé du réseau d'agences qui a donc les collaborateurs internes aussi qui permettent de servir de bout en bout en fait la promesse de financer, d'accompagner les entreprises françaises. Je voulais savoir, quand tu arrives comme ça sur un poste, sur un énorme paquebot comme ça, on te dit voilà, allez, CTO digital BPI France. Moi, je prendrais un peu le vertige. C'est quoi les grands défis de la prise de fonction qui ont été. Parce que je crois que tu en as parlé un petit peu dans la conférence TechRox aussi. Oui, alors ça c'est une partie des défis. Je pense que c'est super, enfin, super important déjà de poser le fait je sais pas, pour ceux qui connaissent BPI France, c'est plus facile. Moi j'ai toujours été d'une certaine façon cliente BPI France. J'ai un parcours plutôt très start-up, scale-up. Et même avant Startup Scale-up, quand j'étais même en thèse, quand je faisais de la recherche, j'avais déjà les prédécesseurs de BPI Tu les France. connaissais en tant que cliente finalement, Voilà, utilisatrice quelque exactement, part. parce que j'ai Ouais. eu du fonds propre, j'ai eu de l'aide à l'innovation, etc. Et moi, je suis vraiment au digital. Je pense qu'on doit être un peu plus de 300 quand je regarde tous les profils. Et
moi, vraiment, je dirais mon rapport d'étonnement, et c'est super important ça, clé, c'est que j'arrive dans une scale-up, au digital, j'entends. Donc, il y a effectivement BPI France dans sa globalité. Et au digital, donc cette impulsion de transformation digitale, créer vraiment une expérience omnicanal et tout ça, j'arrive avec des équipes qui ont des pratiques de produits et tech assez modernes, enfin pas assez mais modernes. Et donc ça a été plutôt le rapport d'étonnement, en fait, la belle surprise. Et, et j'ai parlé pendant le Tech Rock, j'étais avec mon homologue de la DSI, où on a parlé effectivement de comment le digital et la DSI travaillent ensemble. Plutôt dans un rôle qui est en train de s'éclaircir, puisque c'est la fin de notre. C'était la fin, la conclusion de notre présentation. On est en train de définir des périmètres d'exclusivité. Nous, on est vraiment toute la partie customer facing, donc l'externe, les entrepreneurs, entrepreneuses, les partenaires, donc c'est vraiment l'externe. Et la DSI est en train de vraiment tenir ce rôle-là qui est hyper important, c'est le cœur bancaire, les cercles bancaires, mais aussi toute la partie IT collaborateur qui va avec. Donc on est en train de spécialiser tout ça, donc de définir des périmètres d'exclusivité et de nouer la relation client-fournisseur. Et Ok. c'est comme ça, c'est avec ces deux ponts-là que le paquebot, et je reviendrai là-dessus aussi, parce que moi je ne crois pas que BPI soit un paquebot en fait. J'ai pas beaucoup d'expérience en grand groupe non plus. BPI France c'est plutôt une TI bancaire, hein. Mon expérience de grand groupe remonte à très très loin, je pense que ça remonte même à 15 ans. C'était chez Atos Origine, donc c'était le nom à l'époque, bon, qui est plutôt dans l'actualité en ce moment. Et moi, ce que je vois vraiment chez BPI France, c'est vraiment c'est une entreprise, un groupe qui bouge beaucoup. C'est assez dynamique, quoi. Ça aussi, c'est un autre rapport d'étonnement, c'est assez dynamique. Et donc, avec ces deux jambes digitales et DSI, il y a une très belle histoire qui est en train d'être créée, à la fois sur la tech, produit, mais aussi sur l'IA, on va en parler. Donc, Ah ben justement, ouais. je voulais rebondir un petit peu là-dessus. T'as des projets ou des initiatives voilà, qui te viennent à l'esprit, qui sont un peu tes médailles, j'ai envie de dire, ou des choses qui sont vraiment passionnantes en termes d'innovation technologique ou de développement de produits ou de services numériques. Bien sûr, en fait, alors, aujourd'hui, à la Digital Factory, on opère à peu près une vingtaine de produits digitaux. Donc, Ok. c'est quand même assez grand. Dans le plus gros produit digital, c'est le BPI France en ligne. Belle, c'est son petit nom. Il y a plein d'initiatives. Il y a par exemple une initiative qui me vient en tête et qui est assez super, c'est que on a toute la partie, une offre, un offre d'abonnement en fait pour les pros, enfin les entreprises plutôt, pour consommer à la fois. On a des outils qui peuvent utiliser les actes de gestion, etc., pour suivre leur encours, des choses comme ça. On a atteint récemment les 1000 abonnés pour. C'est quelque chose qui a été lancé assez récemment. Donc c'est une vraie fierté. On est en train de développer toute une partie retail, donc investissement retail. C'est-à-dire que toi, comme moi, on peut placer des fonds euh, dans le fonds de fonds. BPI France, c'est un fonds de fonds. Donc c'est un fonds qui va venir rejoindre un ensemble de fonds euh, et financer des Ah, entreprises. mais tu veux dire qu'on peut être des actionnaires, des petits Ex- porteurs, des ex- petits des actionnaires en fait petits en des private investisseurs equity, privés. investisseurs privés. Exactement. Ok. C'est ça, c'est du retail, c'est la branche retail. Moi, je suis très contente parce que les équipes sont en train de sortir un espace investisseur. Donc, la première plateforme est sortie l'année dernière, donc il a rencontré un bon succès dans la mesure, je pense que ça y est, c'est fermé. Mais ils sont en train de sortir un espace investisseur pour faciliter la vie de l'investisseur. C'est du B2C, donc on parlait jusque-là de B2B, Pays France est connu pour ça. Mais là, on part du B2C avec une plateforme d'investissement et il y a une prochaine plateforme d'investissement qui va ouvrir. Je ne sais pas encore la date, mais c'est une belle fierté. Il y a aussi, moi je peux vous citer un travail de fond que je suis en train de mettre en place. Là, une grosse fierté, c'est effectivement toute une logique de plateformisation, c'est-à-dire de mettre en place
une business platform qui va nous permettre de pouvoir s'appuyer sur des socles et aller plus vite, des socles de prêt, des socles retail, ainsi de suite. Et je suis très contente parce que j'ai posé les bases de cette business platform, c'est-à-dire disposer des briques qui vont favoriser le reuse, hein, parce que l'objectif c'est de pouvoir développer plus vite, en tout cas le time to market, accélérer le time to market et moins cher. Quand tu parles de plateforme, ça me fait penser à d'autres choses. Alors, je pense pas que ce soit totalement corrélé, mais déjà, merci pour la distinction, l'explication de la distinction entre la DSI et la Digital Factory. Là, c'est beaucoup plus clair. Et je voulais savoir, du coup, côté Digital Factory, c'est quoi les défis rencontrés en matière de gestion des données, notamment ce qui concerne l'intégration, la qualité, la gouvernance, la sécurité des données. Parce que, en fait, à première vue, j'aurais tendance à penser que c'est côté DSI que ces questions doivent se poser. Mais dans quelle mesure vous les appropriez, vous les accompagnez? Et je pense que c'est une super question parce que effectivement côté DSI on est plutôt sur la donnée d'entreprise. Et à la Digital Factory, on est vraiment sur l'usage, donc les données d'usage, donc il faut bien séparer les deux. Il y a des données qui vont rejoindre les données d'entreprise, mais on a aussi des données d'usage. Et à la Digital Factory, on a vraiment tout un pôle data. C'est mon homologue à la data qui gère ce pôle-là. Et notamment, on est sur la mise en place, et ça tombe très bien, on est en plein dedans, d'une architecture data mesh justement pour commencer à décentraliser toute la partie data et responsabiliser plutôt les producteurs. Donc de sortir des logiques traditionnelles qui ont pu avoir lieu, on connaît leurs limites. C'est vraiment rentrer dans cette logique décentralisée où on a les producteurs. Typiquement là, mes équipes travaillent avec les équipes de Ruben, qui est notre head of data, à définir des contracts, data contracts. Avec l'objectif, c'est de commencer à produire des data products et le nerf de la guerre, quand on arrive à ça, tu as posé des très bonnes questions. Premier nerf de la guerre, c'est la qualité de la donnée. Et on a des vrais enjeux de qualité de la donnée. Je te dis, vraiment, le parallèle avec la scale-up est très vrai. Avec un gros scale, le proof of concept, le product market fit qui s'est avéré au niveau de cette digitalisation de BPI France. Et aujourd'hui, il s'agit de consolider, de stabiliser, de consolider. Et une démarche à passer, c'est retravailler la qualité des données. Et les équipes sont dessus, notamment avec, en utilisant des outils qui permettent déjà de faire un état des lieux de la qualité de données. Et en se remettant en marche pour nettoyer et qualifier les données, d'autant plus que côté tech, on va être producteur de la donnée, en fait, selon un data contrat qui va être négocié. Justement, j'ai deux questions parce que c'est des termes assez importants. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le data mesh et les data contracts? Le data mesh, c'est beaucoup plus technique, mais Oui, Data Mesh, en fait, c'est une organisation, hein, c'est plus une architecture. On a vu arriver côté tech ce qu'on appelle l'architecture, le domain driven design, c'est-à-dire une architecture qui est orientée métier finalement. Euh, on a dans le code, dans l'architecture, on pense métier. On représente le métier, le domaine, quoi. On peut avoir plusieurs domaines. C'est à peu près la même chose aussi lorsqu'on parle de l'architecture data mesh. C'est une architecture, pour moi, qui est socio-technique, hein, c'est-à-dire organisationnelle et technique, où on va réfléchir également par domaine et on va responsabiliser, on va réfléchir par domaine, on va décentraliser le recueil des données, donc il ne va pas avoir un gros ETL, c'est pas la data qui va avoir un gros ETL qui va essayer de pousser, d'aller tirer toutes les données, etc. On va décentraliser déjà le recueil de données et c'est les producteurs en fait, là on est en train de mettre en place Snowflake. Enfin, on a mis en place, donc on est en train d'envoyer les données dans Snowflake. C'est les producteurs qui sont honneurs finalement de leurs données. Et ce que ça amène, c'est que derrière, il faut penser quand même une gouvernance. Parce que lorsqu'on parle de qualité de la donnée, on parle de fiabilité. Donc comment on s'assure que la donnée qui est produite est à jour, est fiable, est complète. On a ces enjeux-là. Toute la partie sécurisation se passe plutôt au niveau des data, du pôle data où il s'assure effectivement selon plein de standards de travailler sur les données à caractère personnel, toutes ces normes d'anonymisation qui peuvent arriver ou de RGPD, etc. Parce qu'on est dans une banque, donc le volet réglementaire est très important.
Il y a aussi, quand je parle des données d'usage, il y a certaines données, typiquement, on n'y pense pas souvent, mais lorsqu'on met des outils en place comme Amplitude sur les parcours, etc., c'est aussi la data qui le gère. Et je pense aussi à toute la partie sécurité, effectivement. Quand on parle de sécurité, c'est la protection de la donnée, s'assurer via des outils de log qu'elle n'est pas falsifiée, parce que il y a aussi ça, hein, on n'y pense pas souvent, c'est que qui a accès, avoir les bons rôles, gérer les ACL qui vont bien, pour être sûr que les personnes qui ont accès à la donnée sont les bonnes personnes, sont les personnes qui ont les droits d'accès à la donnée, avoir cette audit log également pour être sûr que derrière la donnée n'est pas altérée et falsifiée. Avant de revenir sur la partie data contract aussi pour l'explication, est-ce que c'est votre rôle en tant que Digital Factory de s'en occuper ou là c'est côté data? Alors, la section de data est au sein de la Digital Factory. Ok, d'accord. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un pôle, enfin, c'est une direction d'expertise tech, hein. Produit tech, data, infra, on a des ops, on a de DevSecOps aussi. En fait, c'est toutes les expertises qui sont là. Et donc, c'est la data conjointement avec la tech qui définit les contrats. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est le producteur qui a honneur du contrat? Est-ce que c'est le consommateur qui a honneur du contrat? C'est des questions, on est en plein là-dedans. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter en entre-deux, vu qu'il y a une section, la section data existe depuis très longtemps. Donc, avec des outillages de bord, du legacy, voilà, c'est ça le terme, avec des data products qui existent déjà. Aujourd'hui, on veut accélérer cette partie-là. Donc, ils sont en train d'expérimenter pour essayer de trouver le juste milieu. Mais l'urgence, en revanche, là, aujourd'hui, c'est de travailler sur la qualité de la donnée. Bah justement, du coup, ça m'amène à une question, puisqu'on on parle beaucoup data, on va commencer à un petit peu parler d'IA et de GenAI aussi. Pour toi, il y a des éléments clés voilà, qui vont participer à créer justement un socle data solide pour pouvoir démarrer des projets IA, GenAI, parce que c'est très lié finalement, tout ça. Oui. Et je pense que non seulement c'est très lié, et je pense aujourd'hui que après la hype, tout le monde est en train de s'en rendre compte en fait. Que finalement, C'est-à-dire de revenir, en fait, que c'est que c'est moins, la data. c'est moins le modèle, c'est moins l'algo, Ouais, c'est la data en fait qui est le nerf de la guerre. ouais. Et tout le monde est en train de revenir là-dessus et ça fait plaisir parce que il y a une sorte de hype à suivre les benchmarks des LLM chaque semaine, etc. Ouais. Euh, de toute manière, c'est un domaine qui est en mutation, il faut continuer à suivre, mais le vrai investissement, c'est la data. Est-ce qu'on a les bonnes data? Est-ce que la Hmm. data est fiable? C'est la question, enfin, ce que Thomas vient de dire, en fait, c'est Ouais, bien la sûr. qualité Et de la qu'est-ce qu'elle donnée. représente Voilà, et à quoi elle correspond dans notre métier exactement, et c'est quoi nos use cases? Parce que si on n'a exactement. pas ça, tu peux mettre n'importe quel algo, même GPT 28, ben en fait, juste, ça fera rien, quoi. Absolument, absolument. Et donc, je peux en parler un petit peu parce que Vas-y, vas-y. donc il y a la data qui doit être clean, de qualité. Et il y a aussi les data. En fait, aujourd'hui, il y a aussi une prise de recul à avoir par rapport à la data qui peut renfermer des biais. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a codé avant, hein, parce qu'on est en train de parler de data qui ont été recueillies, des data historiques. Il y a pour moi, un des pain points qu'on a, et ça c'est vrai que c'est plutôt DSI, c'est tous les fonds documentaires. Donc, généralement, les banques, et notamment BPI France, Tout ce que vous avez chez vous en documentaire, vous avez une exactement, masse de voilà, règlements, de docs exactement, et de PDF énormes, j'imagine. énormes. Donc, Complètement des données hétérogènes, complètement. ben, Voilà. exactement. Et c'est des données dématérialisées ou sérisées, il y en a beaucoup, des décisions, enfin. Et donc, c'est comment exploiter ces fonds documentaires-là, notamment pour en parler de ce qui est mis en place, hein. Aujourd'hui, il y a tout un travail, moi, j'ai jamais vu ça au sens, il y a une très belle énergie, une task force qui a été montée avec euh, une directive qui est venue du top management qui dit on y va, mais on y va selon notre métier, c'est-à-dire on apprécie les use cases, l'usage de la technologie générative AI par les risques, valeurs,
avec tous les métiers, notamment la conformité, on est une banque, hein, la conformité, le juridique, la sécurité, la tech, tout le monde, et les métiers bancaires, quand je parle de financement, de garantie, etc., qui sont autour de la table. On a une task force qui se voit chaque 2 semaines et qui travaille sur des use cases. Ce que je trouve admirable en fait dans la démarche, c'est que tout a commencé par une acculturation des métiers pour qu'ils identifient leur use case à l'échelle. Donc je pense qu'il y a eu entre 150 et 160 use cases qui ont été identifiés. Donc c'est les métiers qui ont identifié les points où le GenAI peut les aider, l'IA de façon générale, mais la GenAI en particulier. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que en fait, BPI France n'a pas attendu la vague GenAI pour faire de l'IA. Ça fait très longtemps, niveau compliance par exemple, qu'on fait de l'IA, le scoring, etc. On a une équipe au niveau du l'ABIA, on a une équipe de data scientists. Donc cette IA du machine learning, on va dire, donc l'IA classique était très courante chez BPI France auparavant. Là, on parle de comment on accélère sur les IA au global, dont la GenAI. Et donc, ces métiers ont identifié des use cases. Il y a eu tout un pan, enfin, quand je dis je suis admirative, il y a eu donc tout un pan de formation. Il y a des kiosques IA aujourd'hui. Il y a vraiment un pan d'acculturation, task force, formation, mise en place d'outils comme Copilot, pas GitHub Copilot, mais Microsoft Copilot, l'assistant, pour utiliser en fait la GenAI derrière c'est GPT hein, qui tourne. GPT-3, maintenant c'est passé à 4. 3.5, maintenant c'est passé à 4 qui tourne, mais dans un univers qui correspond en fait, dans un tenant business quoi. Il y a par exemple aussi des choses qui ont été mises en place par rapport à la conformité et à la compliance, et notamment un outil qui s'appelle un proxy LLM qui filtre les messages qui passent. Donc il y a tout un mouvement qui est tiré par un responsable de l'accélération IA chez nous, qui est au digital, qui discute avec toutes les parties prenantes pour avancer. Ok, comment il s'appelle ce monsieur clé? Pierre Jarijon. Bah, Pierre, si tu nous écoutes, que tu as dû bonjour. rencontrer, je crois, Pierre. Non, pas encore. Pierre. Ah ouais. Donc c'est Pierre qui tire tout ça. Et autour de Pierre, il y a une task force de tous les métiers, DSI digital. Et quand je dis digital, c'est une façon de dire digital factory aussi. C'est tous les métiers, conformité juridique, SSI, pour avancer ensemble sur des use cases. Et notamment donc des use cases sur ces 150, 160, des use cases ont été priorisés par rapport à la valeur. Donc valeur risque et la valeur. On travaille sur des données synthétiques, parce que pour l'instant on teste pas mal, et sur des cas d'efficacité opérationnelle. On n'est pas encore sur des cas customer facing, mais d'efficacité opérationnelle avec des gains quand tu as un millier, 100 milliers de dossiers à traiter et tu gagnes 10 minutes par dossier, c'est énorme comme gain d'efficacité opérationnelle. Et c'est des use cases de ce type qu'on traite. Et au niveau du digital aussi, on a des use cases, là pour le coup, des use cases de... Nous, ce qu'on mesure au digital, c'est qu'on mesure l'effort qu'on demande au client final. Donc, on suit les irritants autour de l'expérience digitale. Donc, c'est la meilleure expérience digitale bancaire. Et l'effort qu'on demande au collaborateur qui va traiter un dossier. Et donc, on a réfléchi à des use cases pour atténuer l'effort, notamment le pré-remplissage, qui est aujourd'hui un use case qu'on tire de près, et qu'on tire de très près d'ailleurs, notamment dans la mise en relation lorsqu'on doit remplir des formulaires, c'est des parcours, c'est des formulaires. D'ailleurs, il y a la question qui se pose sur l'avenir des formulaires qu'on a. Est-ce que demain on aura encore des formulaires? Donc on tire ce genre de choses quoi. C'est hyper intéressant puisqu'en fait, on se rend compte que les sujets de Gen AI sont souvent apportés par le business et non l'inverse. Donc ça, c'est très prometteur. Après, tout le sujet va être de ne pas les décevoir sur ce point-là. Je voulais quand même faire une aparté, puisqu'en fait, à un moment, tu parlais du shift entre l'importance du modèle vers l'importance de la data. Donc c'est un paradigme qui existait déjà depuis un petit moment, le fait de passer du modèle centrique au data centrique.
J'en profite pour poser la question que Arnaud a posée au prochain invité qui est toi, Ludie, aujourd'hui, qui, bien sûr, en fait, lui, il en parlait dans le rôle de la souveraineté. C'est pas déconnant, parce qu'aujourd'hui, on est auprès d'une banque et tout le sujet souveraineté, il est important, et conformité. Mais sa question était, euh, alors, je vais essayer de le reformuler avec notre question, mais comment on peut rester souverain en fait si on n'a pas la filière hardware qui permet de soutenir l'effort de l'IA? Parce qu'en fait, il n'y a pas que les modèles et la data, il faut aussi que nos machines, au sens très large, elles puissent suivre ce qu'on est en train de produire. Je trouve la question super intéressante, hein. Effectivement, la filière hardware, c'est toute la partie GPU. Aujourd'hui, on voit qui trust la pole position vu la valorisation boursière de, je sais pas si je dis, tout le monde sait, On hein, peut, un peu, on peut. de Nvidia. Mais en même temps, on voit hein, que AMD commence à venir sur le terrain et surtout à avoir un écosystème plus ouvert. Et je pense qu'il va y avoir plusieurs offres demain. Mais la question reste que sur, lorsqu'on est sur l'entraînement, enfin le pré-entraînement en tout cas, en fait, pour moi, l'inférence, ma conviction, c'est que pour toute la partie inférence, on va de plus en plus aller vers sur du CPU. Le CPU est disponible à gogo. On commence à voir, moi j'ai assisté comment dire, une presse de Julien Simon de Hugging Face qui a montré comment en 2 lignes de code on pouvait basculer son modèle, enfin toute la partie inférentielle sur du CPU. Et je pense que de plus en plus on va aller vers comment dire, cette façon de travailler parce que le CPU est disponible partout. C'est pour la partie inférence. Mais toute la partie pré-entraînement, effectivement, on a besoin de GPU. Et il me semble, hein, j'ai pas tout en tête, mais que l'une des recommandations du rapport interministériel sur l'IA qui est sorti récemment, il y avait tout un chapitre en recommandation sur accélérer sur la filière des semi-conducteurs, pouvoir développer notamment des GPU français, européens. Donc il va falloir passer par là. Donc il y a deux choses. Comment on va créer des champions qui vont nous fournir des GPU sur la partie pré-entraînement, toute la partie couche modèle, quoi. Et comment, et ça va se faire naturellement, moi je le pense, c'est une conviction que j'ai, on va de plus en plus aller, et c'est une deuxième conviction, sur des petits modèles. On va sortir, là il y a eu la hype, c'est moi qui ai le plus grand nombre de paramètres, etc. On se rend compte aujourd'hui que les petits modèles, que de toute manière, il n'y aura pas un one size fit all. Ça, c'était le rêve initial. On se rend compte qu'on va avoir plusieurs petits modèles qui vont être liés à des use cases. Et donc, on va aller vers des petits modèles. Donc, on voit très bien, par exemple, quand on voit le Mistral sur le benchmark, même si c'est un benchmark, je pense qu'il faut sortir cette logique de benchmark, on voit qu'il est aussi bon, en fait. Enfin, il est aussi bon et que je pense qu'on va, plus ça va aller, on va aller sur des modèles. Je pense qu'il y a un tiny modèle, je sais pas si c'est le vrai nom, hein, il faudra vérifier. C'est 1 billion de paramètres. On va aller plus sur des petits modèles et de plus en plus, on va pouvoir utiliser des CPU dans l'usage. Je coupe et je monte mon téléphone portable parce qu'en fait, l'idée, et je rebondis sur ce que tu dis. Dans très peu de temps, je pense que ça se compte vraiment en mois, on aura très probablement des modèles hébergés et qui tourneront sur nos téléphones, nos smartphones. Apple travaille beaucoup dessus. Ils ont sorti un modèle qui s'appelle Realme il n'y a pas très longtemps, plus petit et qui a des performances qui sont au-delà de GPT-4. Donc c'est vraiment ça l'enjeu parce que derrière, en fait, tu régleras potentiellement la question de la data et privacy aussi. Parce que si tout le monde a son propre modèle sur son smartphone, qui plus est avec des contextes, des fenêtres de contexte qui vont être gigantesques, des possibilités, que ce soit avec du RAG ou autre chose, de venir avoir un assistant personnel qui sera complètement personnalisable finalement. Donc on se dirige vers ça, on est peut-être déjà plus dans... Et du coup la question en fait du rapport interministériel, elle est presque de se dire mais en fait est-ce qu'on est déjà plus
encore dans l'ère d'un besoin en calcul massif Mais ou pas, oui, tu vois? en fait, là, je suis d'accord, c'est là où dans ma réponse, j'ai distingué deux réponses, en Oui, fait. les inférences et Les oui, parce que pour inférences revenir, il y a et la... l'entraînement des modèles, pré-entraînement des modèles, Exactement, qui coûte à la fois très cher et qui demande une capacité de calcul phénoménale sur GPU. Et ensuite, l'inférence. L'inférence, c'est, pour rappel, quand on ouvre son chat GPT, qu'on lui pose une question. Là, on fait de l'inférence. c'est ça. Et donc, Voilà. pour moi, il y a deux usages, hein. Et donc, sur le deuxième usage, c'est-à-dire l'inférence, donc on n'aura plus, dans quelques mois, on n'aura plus besoin de GPU. Ouais, Voilà, ouais. c'est une conviction très, très forte que j'ai. Et tu parlais d'Apple tout à l'heure. J'ai vu cette semaine, mais je pense que ça date déjà d'un peu, BitNet, Microsoft qui a sorti un petit modèle aussi, avec Mm, l'objectif de le faire tourner sur un appareil, enfin un téléphone, quoi. mm, mm. Donc je pense que de toute manière, on va aller vers des modèles de plus en plus maigres. Et ça participe aussi, hein, ça fait aussi du bien à la planète. De Oh, l'IA frugale aussi. de l'IA Ouais. frugale. Et ça, c'est ma troisième conviction. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de l'IA frugale. On pourra en parler plus Ouais. en avant après. Qui rejoint le numérique responsable, le green et les enjeux de développement durable et d'IA que tu sois pas obligé d'installer 3 centrales nucléaires à côté de chaque data center, quoi. Exactement, et notamment quand je parle de l'IA frugale, effectivement, aujourd'hui on sait qu'au niveau de la GenAI, si on en parle rapidement, le coût c'est effectivement toute la partie pré-entraînement qui coûte très cher. Toute la partie hardware que tu utilises aussi qui va coûter très cher. L'inférence coûte un peu moins, enfin, enfin, c'est pas aussi cher que sur les trois premiers, c'est l'énergie, c'est le pré-entraînement, le hardware, hein. Et en revanche, il y a l'inférence, si je peux dire, un peu débile, quoi. C'est le côté comment, en fait, le vrai travail va être comment je fais pour le moins demander possible De moins faire appel moins faire à appel. une requête et Et au d'une modèle. certaine Ouais. manière, par exemple, le RAG a déjà une optimisation, hein. Mais c'est comment je fais moins appel au modèle, comment j'optimise aussi, comment à un moment donné, je vois se monter des librairies de Les tokens, prompts, la des tokens, la consommation, consommation, etc. etc. Mm, Pour avoir mm, une approche d'IA plus frugale. Et je vais même loin, c'est est-ce que j'ai réellement besoin de GenAI ici? C'est chaque fois interroger la question, est-ce que j'ai réellement besoin de mettre en GenAI? Parce que dans la hype, ce que tu vois aussi, c'est tout le monde veut avoir de la GenAI partout. C'est vrai que c'est une rupture, c'est pas tant une rupture technologique qu'une rupture d'usage, mais que tout le monde doit considérer la GenAI dans sa stratégie parce que elle transforme radicalement la façon dont on travaille. Mais est-ce que je dois mettre de la GenAI partout? Est-ce que par exemple, j'ai un fond documentaire templétisé qui bouge pas et un bon vieux OCR fonctionne très bien? Est-ce que je dois changer pour la GenAI? Non. Je dois remplir des formulaires. Est-ce que je n'ai pas des assistants visuels déjà à ajouter à l'utilisateur? Clarifier déjà le message, l'UX, pour que déjà l'utilisateur puisse mieux répondre aux questions. Est-ce que je ne peux pas faire de la précomplétion de données qui ne sont pas liées avec la GenAI? En tout cas, réserver le cas de GenAI aux vrais cas qui nécessitent la GenAI. Et ne pas oublier ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA discriminante. Je sais pas pourquoi. Mais ne pas oublier les bonnes vieilles IA qui font très bien des jobs, quoi. Bah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que c'est un peu ce qu'on dit nous avec le temps. C'est la meilleure façon de faire du machine learning, c'est de ne pas en faire. Donc, si on peut le limiter au maximum, c'est une très bonne façon de faire de la data science au sens très large. Et en fait, j'avais une question vis-à-vis de ça parce qu'auparavant, tu nous parlais d'identifier des use cases en GenAI, que ça arrivait de votre côté. Et comment vous faites? Bon, certes, pour les identifier, s'ils viennent à vous, c'est très bien. Mais comment vous priorisez les use cases? Parce que effectivement, il y a cette notion de gain, risque, efficacité. Mais est-ce qu'il y a aussi en plus les paramètres de coût qui sont super difficiles à évaluer pour de la GenAI au sens très large, qu'on utilise des API ou qu'on entraîne des modèles, son utilisation vertueuse, puisqu'en fait il y a des enjeux derrière, si on se sent un peu sensible, bah, il y a une utilisation massive de l'énergie, et la vitesse. En fait, l'inférence souvent est rapide, mais la vitesse à entraîner un modèle, elle est
quand on n'utilise pas l'API de ChatGPT, par exemple, elle est monstrueuse. Oui, alors aujourd'hui, et ça c'est une super question, je pense que on n'y pense pas souvent, et tu as trop raison Thomas. Aujourd'hui, on est en mode expérimentation. Qui dit expérimentation ne veut pas dire mise en production, c'est-à-dire il y a des expérimentations aujourd'hui qui tournent, et sur ces expérimentations qui sont mises en prod, mais qui sont quand même encadrées, c'est de l'expérimentation. On voit, donc les métiers qui fournissent les use cases voient déjà des gains. Et pour revenir sur ces expérimentations qui sont aujourd'hui portées par la DSI, d'ailleurs, coucou aux équipes s'ils nous écoutent, parce qu'ils font un travail de malade à poser les socs IA, en fait. C'est les enablers IA, c'est beaucoup du RAG. On a un front documentaire qui s'y prête, même si on a une hétérogénéité de documents, du coup, c'est s'arracher les cheveux sur la partie extraction, sur la partie chunking, etc. Mais bon, on pourra en On parler. en revient à la data. On en revient à la data, exactement. Donc c'est beaucoup de RAG et c'est beaucoup des écosystèmes comme Longchain qui sont utilisés. Je sais qu'il y a des réflexions ou même des actions sur du fine-tuning parce qu'aujourd'hui le fine-tuning coûte moins cher qu'il y a quelques mois avec du LoRa ou j'essaie ça du LoRa pour essayer de fine-tuner sur un modèle déjà existant. En tout cas, l'idée ici n'est pas de développer ou de créer, de pré-entraîner son propre modèle. Quand je te réponds, c'est là où tu as le coût monstrueux, le coût à l'entrée qui est monstrueux. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur, on a un tenant Azure OpenAI, on a également du Mistral. Et c'est plutôt, on travaille sur ces modèles, on préfère s'appuyer sur ces modèles-là. En tout cas, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a et avec les use cases, toujours par rapport à la valeur, on s'appuie sur ces modèles-là qu'on RAG, d'une certaine manière, qu'on met dans une architecture RAG. Donc, non, il n'y a pas, le coût d'implémentation aujourd'hui n'est pas, d'une certaine manière, n'est pas dans les critères. C'est plutôt la complexité d'implémentation qui est dans les critères aussi. C'est plutôt la valeur, en fait. La valeur, l'effort et le risque. C'est valeur-risque. Et en revanche, effectivement, il y a les expérimentations, il y a un budget qui est alloué aux expérimentations et effectivement, il y a ce contrôle budgétaire qui est aussi fait pouvoir, pour évaluer les expérimentations. Euh, le vrai challenge, à mon sens, et ça aussi, je pense que ça montre la maturité qui est de l'écosystème aujourd'hui par rapport à la hype qu'on a pu avoir il y a 2 ans, c'est que on se rend compte que c'est dans l'opérationnalisation que tout coûte cher. L'inférence coûte cher, donc l'inférence coûte cher. On a de la latence. Euh, on n'y pense pas beaucoup, mais on a de la latence. Comment on va gérer la latence sur le plan, comment dire, en prod, quoi. En prod. Et aussi, et ça c'est une discussion qu'on a avec notre head of product, c'est que nous pensons on n'y croit pas beaucoup, hein. Tout le monde pense chatbot. Nous, on pense que avec donc, le product trio chez nous, c'est design produit tech, hein. Nous, on pense que il faut penser de nouveaux usages médiés par l'IA générative. C'est pas un chatbot qui va discuter, c'est quand je suis dans l'action, grâce à l'IA, comme avant, ce qu'on faisait aussi, l'IA, dans l'IA générative, je trouve des informations, je vais plus vite, etc. Et je n'ai pas besoin de me mettre devant un chatbot. Chatbot, c'est pareil, c'est aussi notre conviction, c'est qu'on va de plus en plus aller vers de l'UX médié par la GenAI que d'aller demander aux utilisateurs, allez vous mettre dans un chatbot. Super intéressant, super intéressant. Il y aurait des milliards de questions. Je voulais juste dire aussi que j'ai lu une news hier, j'essaierai de la partager. Les coûts d'entraînement de modèles ont chuté depuis les 18 derniers mois avec un facteur de fois 1000. C'est-à-dire que là où il a fallu à OpenAI, je ne sais plus, entre 100 et 300 millions pour entraîner GPT-4, il faudrait aujourd'hui un peu moins de 200 000 euros pour entraîner un modèle pas loin des... En tout cas, minimum sur GPT-3. Donc en fait, la puissance de calcul fait qu'aujourd'hui... même potentiellement l'entraînement deviendrait l'entraînement de son propre modèle pourrait devenir quelque chose d'envisageable. Et ça c'est ça qui est aussi un peu hallucinant. Je vais revenir sur Et je veux bien réagir là-dessus parce Vas-y. que je pense que non seulement c'est un game changer, ça veut dire que on va avoir moins de concentration
dans les mains d'un seul acteur, etc. Donc ça, c'est super. Après, c'est aussi un moment où il va falloir avoir une vraie vigilance. Parce que si demain, les gens sont capables d'entraîner leur modèle, le risque serait, je pense, entraînement au lieu de penser reuse. Euh, et alors que aujourd'hui, ce que l'IA de manière générale, mais la GenAI nous amène à avoir comme réflexion, c'est comment j'optimise. Parce que l'impact sur la planète est réel. Comment j'optimise, comment je réutilise, comment je vais voir les modèles qui existent. On a besoin d'ailleurs, s'il y a un appel à projet qui est passé récemment, qui a été opéré par BPI France dans le cadre de France 2030. D'ailleurs, je pense que c'est toujours en cours, il faudra vérifier. C'est la mise en place de communs numériques autour de l'IA. Donc, pouvoir disposer à un moment donné de modèles qui ont une certaine transparence sur les données d'entraînement, le modèle en lui-même, les données d'entraînement, pour pouvoir permettre à des gens de construire dessus. Je pense que c'est plutôt une voie vertueuse par rapport à se dire j'entraîne mon propre modèle. Il y aura toujours des use cases un peu défense, un peu critique, où il va falloir rentrer dans une logique où, pour une raison X ou Y, il vaut mieux entraîner son propre modèle. Mais dans les usages à avoir, je pense que ce qui manque aujourd'hui, selon moi, et c'est des choses qui m'intéressent, c'est comment on met en place plutôt un cadre, comme on l'a fait pour le numérique responsable. Comment on met en place un cadre, comme on est en train de mettre un cadre pour l'IACT, avec les risques, etc. Un Ouais. cadre de conception et d'utilisation vertueuse de la GNI. Ouais, et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus complexe que le numérique responsable dans la mesure où la matière en elle-même, donc tout ce qui est AI, GenAI et les formidables avancées que ça a, est extrêmement rapide et difficile pour le législateur et pour la société dans son ensemble finalement. Et toi et moi, et Thomas, on est tous d'accord pour dire que ça va très, voire trop vite. On n'a pas le temps en tant que société humaine et organisation sociale de créer quoi que ce soit comme cadre sur une matière qui avance à une vitesse d'un cheval au galop, quoi. C'est ça qui est complexe. Moi, je pense que certes, c'est une complexité puisque c'est mouvant, mais dans le même temps, il commence à avoir des fondamentaux. Comme je dis, une fois la hype passée, on commence à se dire, ah, finalement, c'est la data qui fait Oui, tout. et pareil pour les questions, l'éthique, ça reste l'éthique, Voilà. la morale, ça reste la morale, les risques, ça reste des risques. La techno change très vite, mais finalement, les fondements derrière sont les mêmes. Donc je pense il y a moyen de commencer à avoir des guidelines, pas de mettre en place quelque chose, un cadre figé, parce qu'on ne peut pas, mais plutôt des guidelines, euh, Recommandations. voilà, Bah, c'est un voilà. peu ce que fait. Là, je remettrai nos auditeurs, auditrices à écouter le podcast avec Arnaud, où on a pas mal parlé de ça, mais c'est un vrai sujet. On va être, je vais un peu te poser une dernière question. Ce qu'on fait d'habitude, c'est de demander à notre invité de poser une question pour l'invité d'après. Mais tu ne sais pas qui c'est. Donc voilà, c'est la surprise. Mais ça doit forcément tourner autour de tech, d'IA, de data, voilà, ce que tu veux. Soit une question qui t'a été un peu évoquée par nos échanges, soit quelque chose que tu avais dans ton crâne là, qui te gratouille. Euh, Comment faudrait-il faire pour définir euh, un cadre d'usage d'une IA frugale? Ah ouais. C'est une colle, hein? Ah ouais, J'aime ouais, j'aime ça. là, ouais. J'aime ça. Si le prochain invité écoute ce podcast, je pense qu'il va nous dire non, non, je passe. La question, je passe. Ah, super Alors, question. oui, en fait, je pense que c'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant. Il y a des fondamentaux, il commence à avoir. De toute manière aussi, il y a un élément qui est très intéressant qui commence à émerger, c'est que la mise en prod d'une architecture basée sur la GDA coûte cher. Donc on va commencer à réfléchir à de l'optimisation. Donc le FinOps, hein, le FinOps tire beaucoup de sujets. On va commencer à réfléchir à de l'optimisation. Et quand on va commencer à réfléchir de l'optimisation, bien sûr, c'est du FinOps, mais il faudra qu'on commence à réfléchir aussi sur l'empreinte en fait, de ce qu'on est en train de faire.
parfait. C'est une super question et presque un podcast entier à faire. Et déjà, je voulais te remercier. Je suis très content, toujours très content d'échanger, d'avoir un peu le temps d'échanger parce que tu cours beaucoup avec ton poste. On peut bien l'imaginer. J'aimerais dire à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir, à Thomas, à moi, à Anne et à toutes les personnes qui font le montage derrière. Si vous trouvez que le podcast est cool, n'hésitez pas à laisser des petits avis, des petites étoiles, tout l'amour que vous voulez, ça sera vraiment top. N'hésitez pas, voilà, on a de l'amour à revendre, on en donne. Merci beaucoup Ludie, merci beaucoup Thomas pour toutes ces questions, interventions, échanges. C'était très agréable. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à tous. À bientôt. Salut Ludie. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.